Salut les joueurs! Dans cette vidéo, on va voir comment jouer à Progrès et Évolution de la technologie. Un jeu de cartes et de civilisation pour 1 à 5 joueurs, vous proposant de revivre le développement des technologies à travers l'histoire de l'humanité, dont les auteurs sont Andrzej Nowak, Agnieszka Kopera, et c'est édité chez Intrafin. Au niveau du matériel, on va commencer avec un petit plateau avec une phase pour le jeu solo et une phase pour le jeu pour 2 à 5 joueurs que nous allons utiliser et poser au centre de la table. Sur ce plateau, nous trouverons 3 pistes de pouvoir: le prestige, la population et l'armée. Vous aurez aussi plusieurs jetons qu'il faudra séparer en piles distinctes et qui représentent la science, l'ingénierie, la culture et la connaissance générale qui sert de joker. Il y a aussi des petits plateaux individuels que chaque joueur placera devant lui. Avec ce petit plateau, vous aurez aussi des cubes de couleurs. Chaque joueur choisira une couleur et placera un cube sur les 3 pistes de pouvoir du plateau central, dont 3 à côté de ce plateau au cas où certains arriveraient à égaler ou dépasser la dizaine, et vous en mettrez un dans la première encoche de chaque ligne du plateau individuel. Le reste des cubes reste proche de ce dernier. Vous trouverez aussi un ensemble de cubes noirs que vous mettrez à disposition des joueurs. Vous aurez aussi des fiches de résumé avec des arbres de technologie. Chaque joueur en prendra une. Ces fiches indiquent combien de cartes d'une technologie vous aurez selon le nombre de joueurs. Par exemple, pour l'exploitation minière, vous aurez 2 exemplaires de cette carte jusqu'à 3 joueurs, 3 exemplaires jusqu'à 4 joueurs, et enfin 4 exemplaires à 5 joueurs. De même, pour l'assolement, vous n'aurez que 2 exemplaires de cette carte au-delà de 3 joueurs. On en vient maintenant au gros du jeu, c'est-à-dire des cartes. On commence par des aides de jeu, chaque joueur en prendra une. Vous trouverez 6 paquets distincts numérotés de 1 à 4, ainsi qu'un paquet Leaders et un paquet Grandes Étapes. Ces 2 derniers, ainsi que le paquet H4, sont des extensions comprises dans la boîte et feront l'objet d'explications en fin de vidéo. Nous utiliserons juste les paquets H1, 2 et 3 pour l'exemple de partie. Pour une partie à 2 joueurs, il faudra garder les cartes numérotées 1+, et 2+. Pour une partie à 3 joueurs, il faudra ajouter les 3+, à 4 les 4+, et à 5 les 5+, soit toutes les cartes. Dans cet exemple à 2 joueurs, vous mélangerez chaque pile de cartes séparément, et vous garderez l'âge 1 proche du plateau central. Les autres paquets sont mis de côté et arriveront en temps voulu. Il y a également un carnet de score, et enfin, et pour finir, vous trouverez des jetons âge, dont un certain nombre sera nécessaire au déclenchement de la fin de chaque âge, et aussi de la fin de partie, en fonction du nombre de joueurs. Ce nombre est indiqué en page 6 du livre de règles, et pour notre exemple à 2 joueurs, il vous faudra un symbole H2, un symbole H3, et 2 symboles H4 que vous mettrez proche du plateau central, à la vue de chacun des joueurs. Pour finir la présentation du matériel et de la mise en place, vous allez devoir déterminer un premier joueur avec la méthode de votre choix. Si vous ne trouvez pas un accord en moins d'1 minute, c'est le joueur le plus jeune qui commencera la partie. Une fois ceci fait, en commençant par le premier joueur, et dans le sens horaire, chaque joueur pioche un nombre de cartes défini de la pioche de l'âge 1, comme indiqué sur la page 3. Pour notre exemple à 2 joueurs, le premier joueur piochera 5 cartes, et le deuxième en piochera 6, et nous pourrons commencer la partie. Quel est donc le but du jeu? Eh bien, dans Progrès, Évolution de la technologie, les joueurs cherchent à développer la nation la plus avancée technologiquement, et ainsi laisser leur trace dans l'histoire. Chaque joueur guide les efforts de recherche de sa nation à travers un labyrinthe de technologies depuis les premiers signes de développement humain, évoluant ainsi progressivement à travers l'Antiquité, le Moyen-Âge et la Renaissance, jusqu'aux premières étincelles de la Révolution industrielle. L'objectif de chaque joueur est de cumuler le plus de points de victoire en recherchant des technologies. Chaque technologie découverte permettra au joueur d'obtenir des bénéfices qui amélioreront son plateau individuel, lui permettront d'avancer sur les pistes de pouvoir de sa civilisation et de gagner des points de victoire, représentés par des lyres, qui seront ajoutés à son score total en fin de partie. Alors, comment se passe le déroulement d'une partie? Dans le sens horaire, les joueurs effectuent leur tour de jeu l'un après l'autre jusqu'à ce que la partie se termine. Chaque tour est composé de 3 phases que le joueur actif, c'est-à-dire celui en train d'effectuer son tour, résout dans l'ordre suivant. 1. Une phase de développement, 2. Une phase d'action, et 3. Une phase d'entretien. Une fois que le joueur actif
a terminé sa phase d'entretien, le joueur suivant dans le sens horaire devient le joueur actif et effectue son tour de jeu. Il est à noter que dans une partie entre joueurs expérimentés, pour gagner du temps, un joueur peut débuter sa phase de développement pendant que le joueur précédent réalise sa phase d'entretien. Alors, durant sa phase de développement, le joueur actif commence par retirer un marqueur de chacune de ces technologies en développement. Nous verrons un peu plus tard en quoi consiste une technologie en développement. Si, suite au retrait de ces marqueurs, une technologie en développement n'a plus aucun marqueur sur sa carte, elle devient immédiatement une technologie active et obtient les bénéfices de celle-ci. À la fin de sa phase de développement, le joueur actif peut, s'il le souhaite, reprendre en main tout ou partie de ces technologies en développement, et il est à noter toutefois qu'il n'y a pas de phase de développement lors du premier tour de chaque joueur. Passons à la phase d'action. Durant celle-ci, le joueur actif effectue un nombre d'actions équivalent à celui indiqué sur son plateau personnel. Mais avant de détailler ces actions, on va détailler ce qui se trouve sur ce fameux petit plateau personnel. Cette ligne avec une croix jaune représente le nombre d'actions qu'un joueur peut faire durant son tour. On commence avec 2 actions. Cette ligne avec un plus bleu représente le nombre de technologies qu'un joueur peut avoir en cours de développement à tout moment de la partie, et sa valeur de départ est de 1. Cette ligne avec des cartes surplombant une flèche bleue représente le nombre de marqueurs qu'un joueur doit placer sur une carte en développement. Ce symbole avec une main de cartes dont la première est bleue indique le nombre de cartes maximum qu'un joueur peut conserver à la fin de son tour. Pendant son tour et au début de la partie, il peut avoir plus de 5 cartes en main, mais ne pourra en conserver que 5 à la fin de son tour. Cette ligne avec un paquet de cartes entouré de flèches vertes est l'action mélange et pioche. Elle représente le nombre de cartes qu'un joueur peut piocher après avoir mélangé le même nombre de piles de défausse dans leurs pioches respectives. Pour expliquer cela en termes simples, la valeur de départ est de 1. Ce qui veut dire qu'un joueur peut donc mélanger une défausse dans la pioche correspondante, puis piocher une carte de la pioche ainsi reconstituée. Si cela n'est toujours pas assez clair, nous le verrons de manière plus imagée lors de l'exemple de la partie un peu plus loin dans la vidéo. Cette ligne avec un éclair jaune sur un paquet de cartes est l'action pioche rapide. Les 2 chiffres indiqués représentent le nombre de cartes que le joueur peut piocher et ajouter à sa main, et le nombre de cartes que ce même joueur doit ensuite défausser de sa main. Au début de la partie, il peut donc piocher une carte sans avoir à en défausser. Et enfin, dernière ligne, avec cette flèche verte sur un paquet de cartes, est l'action pioche. Elle indique tout simplement le nombre de cartes qu'un joueur peut piocher, et ce dans n'importe quelle pile de cartes disponibles, défausses comprises. Mais seulement, attention, un joueur ne peut effectuer aucune autre action pendant son tour après avoir fait l'action pioche. S'il l'a fait comme première action, il n'aura pas d'autre choix que de passer à sa phase d'entretien, et les autres actions qu'il aurait pu effectuer sont perdues. Au début de la partie, un joueur peut donc piocher jusqu'à 3 cartes de n'importe quelle pile de cartes disponible, et sa phase d'action est terminée. Maintenant que nous avons détaillé le plateau personnel, on va voir quelles sont les actions qu'un joueur peut effectuer, et qui sont au nombre de 5. L'action découverte vous permet de placer une carte technologie de votre main dans votre zone de jeu en tant que technologie active. Mais attention, avant de faire cette action, vous devrez vérifier au préalable si vous pouvez payer le coût de cette carte. En effet, les cartes technologie ont une double fonction dans le jeu, en servant à la fois de moyen et d'objectif. Une carte peut soit devenir une technologie active à la suite de l'action découverte, ou une technologie en développement à la suite d'une action recherche que l'on va détailler peu après. Soit une carte peut être défaussée afin de payer le coût de connaissance nécessaire à la découverte d'une autre technologie. La connaissance fonctionne comme une ressource dans le jeu, et elle est utilisée pour payer le coût de découverte des technologies. Elle peut être générée en défaussant des cartes de votre main, ou en dépensant des jetons connaissances. Lorsque vous défaussez une carte de votre main, vous générez la quantité de connaissances générale indiquée dans le coin inférieur gauche de cette carte. Et lorsque vous dépensez un jeton connaissance, vous le retournez sur sa face grise, produisant une connaissance du type correspondant. Une technologie peut avoir un ou 2 coups de découverte indiqués chacun sur une ligne séparée, et le joueur doit s'acquitter de tous les coups de la technologie pour pouvoir la découvrir. Chaque coup est représenté par un chiffre suivi d'un type, science, ingénierie ou culture, mais il peut aussi être également suivi par un prérequis. Concernant les prérequis, il y a 2 alternatives. Premièrement, si vous possédez la technologie prérequise dans votre zone de jeu, vous n'avez pas à payer le coût associé. Deuxièmement, si vous ne possédez pas la technologie prérequise dans votre zone de jeu, vous devrez payer le coût avec la connaissance du type indiqué. Pour cela, vous devez générer et dépenser une quantité de connaissances égale ou supérieure au coût indiqué.
Cette connaissance que vous générez doit être du type correspondant, sans oublier que la connaissance générale remplace n'importe quel type de connaissance. Chaque ligne de coût et de prérequis doit être résolue séparément. Si vous avez généré plus de connaissances que ce que vous avez dépensé pour l'actuelle action de découverte, vous pouvez utiliser les connaissances restantes pour d'autres actions découvertes de ce tour. Toute connaissance non dépensée à la fin de votre tour est évidemment perdue. Après avoir placé la nouvelle technologie active dans votre zone de jeu, vous gagnez immédiatement ses bénéfices et vous pouvez éventuellement déclencher le changement d'âge, voire la fin de partie. Petit exemple de découverte de technologie. Imaginons qu'un joueur possède devant lui les instruments de musique, le travail du bronze et les ponts comme technologie, ainsi qu'un jeton culture, un jeton ingénierie et un jeton connaissance générale, gagnés grâce aux 3 technologies posées, et qu'il souhaite jouer la médecine. Eh bien, comme il ne possède ni les mathématiques ni l'enterrement, il doit donc générer les connaissances nécessaires à la découverte de cette technologie, c'est-à-dire 3 sciences et 2 cultures. Dans ce cas, il retourne son jeton culture et son jeton connaissance générale, par exemple, pour s'acquitter du coup en culture, et défausse 3 cartes de sa main pour le coup en sciences. La découverte de la médecine lui fera avancer d'un cran sur l'axe de population et lui fera gagner 1 point de victoire en fin de partie. Deuxième exemple, avec le même joueur sur un nouveau tour et qui souhaite jouer la philosophie. Comme il possède déjà les instruments de musique, il doit juste s'acquitter de 2 sciences. Pour cela, il retourne son jeton connaissance générale qui, je le rappelle, sert de joker, et n'a plus qu'à défausser une carte pour s'acquitter du dernier coup. La découverte de la philosophie lui fera avancer d'un cran sur l'axe nombre d'actions, qui passe de 2 à 3. Et si la découverte de la philosophie était votre deuxième action, et donc dernière action de votre tour, vous pouvez de suite effectuer votre 3e action fraîchement gagnée. Dans notre exemple de partie, le joueur pourrait jouer le calendrier qui nécessite 4 sciences. Il pose donc sa carte dans sa zone de jeu et dépense 4 connaissances générales afin de pouvoir la payer. Cette action lui permet d'avancer de 1 sur cet axe et de gagner un jeton connaissance générale qu'il pourra utiliser pour son prochain tour. Le but de l'action recherche est de placer une carte technologie de votre main dans votre zone de jeu en tant que technologie en développement qui deviendra plus tard une technologie active. L'avantage de la recherche est qu'aucun coût ou prérequis ne doit être satisfait. La contrepartie est que la nouvelle technologie n'est pas immédiatement utilisable, elle ne deviendra active qu'après quelques tours. Pour réaliser une action recherche, on place une carte de sa main à côté de son plateau personnel. Et on y place un nombre de marqueurs noirs égal au chiffre indiqué sur cet axe, c'est-à-dire 4. Une carte qui a été jouée de cette manière devient immédiatement une technologie en développement. Alors attention, vous ne pouvez pas effectuer une action recherche si votre nombre total de technologies en développement est déjà égal au chiffre indiqué sur cet axe. Et attention bis, les technologies en développement ne sont pas des technologies actives, mais elles peuvent toutefois servir comme prérequis pour de futures actions découvertes, mais elles n'apportent aucun autre avantage. Petit exemple de recherche avec la même configuration de l'exemple précédent. Le joueur pose en première action les mathématiques comme technologie en développement, on y ajoute de suite 4 marqueurs noirs, et qui deviennent ainsi un prérequis. Cela lui permet donc en deuxième action de jouer gratuitement le calendrier, car il a en jeu les mathématiques. La découverte du calendrier fera gagner au joueur un jeton connaissance générale, ainsi que l'avancée d'un cran sur l'axe de prestige. Et comme troisième action, il pourrait éventuellement jouer gratuitement la poésie, car il possède déjà en prérequis dans sa zone de jeu la philosophie. La découverte de la poésie lui fera avancer d'un cran sur son axe mélanger pioche, et lui fera gagner 2 points de victoire en fin de partie. Alors attention, on ne peut jamais avoir plus d'un exemplaire d'une même carte dans sa zone de jeu, que ce soit en tant que technologie active ou en développement. Je rappelle également que dès qu'une technologie en développement n'a plus aucun marqueur sur sa carte, ceux-ci sont retirés un par un au début de chaque tour du joueur, elle devient immédiatement une technologie active et obtient les bénéfices de celle-ci. Dans notre exemple de partie, le joueur pourrait jouer l'exploitation minière en action recherche, et son tour est terminé, vu qu'il a fait ces 2 actions, et passe à sa phase d'entretien. Lors de la phase d'entretien, le joueur actif prépare son prochain tour. Pendant qu'il résout cette phase, il peut autoriser le joueur suivant à débuter son propre tour, mais comme dit un peu avant, cela est recommandé uniquement pour les joueurs expérimentés.
Une fois qu'il a terminé sa phase d'action, le joueur actif défausse des cartes de sa main pour ne pas dépasser la valeur de cube correspondant sur son plateau personnel, et il retourne face colorée visible tous ses jetons connaissances utilisés. On a déjà parlé des 3 dernières actions qu'un joueur peut faire pendant son tour durant la présentation du plateau personnel, mais on va les détailler un peu plus. Avec une action pioche rapide, vous allez tout d'abord piocher X cartes, puis défausser Y cartes, où X et Y sont les chiffres indiqués par l'emplacement du cube sur votre plateau personnel. Vous piocherez X cartes une par une. À chaque fois que vous piochez une carte, vous pouvez le faire depuis n'importe quelle pioche accessible ou depuis n'importe quelle défausse. Vous devez toujours piocher la carte supérieure de la pile de cartes choisie. Ensuite, vous devez défausser Y cartes, sachant que vous pouvez défausser n'importe quelle carte de votre main. Comme cette défausse est obligatoire et fait partie de l'action pioche rapide, elle ne génère évidemment aucune connaissance. Alors attention, chaque fois que vous défaussez une carte, vous devez la placer dans la défausse correspondante, face visible en fonction de son âge. Dans notre exemple de partie, le deuxième joueur pourrait très bien prendre la première carte de la défausse et la mettre dans sa main, sans avoir à en défausser une autre, car sa valeur de défausse est de 0. L'action mélange et pioche permet de mélanger un certain nombre de piles de défausse dans leurs pioches respectives, puis de piocher un même nombre de cartes de ces pioches. Vous pouvez choisir la même pioche plus d'une fois, et afin de gagner du temps, si cette pioche a déjà été mélangée, et qu'il n'y a donc plus de défausse associée, vous pouvez ignorer la première étape qui est mélangée, et simplement piocher la première carte de cette pioche. Dans notre exemple de partie, le joueur pourrait donc remélanger cette première pioche, et du coup en piocher une, puisque sa valeur de pioche est de 1. Et son tour est terminé vu qu'il a fait ces 2 actions. Mais comme il ne peut garder que 5 cartes en main, il va devoir se défausser d'un certain nombre, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il doit se défausser de 3 cartes pour finir son tour, et après il passe à sa phase d'entretien. L'action piocher vous permet de piocher un nombre de cartes égal à l'emplacement du cube sur votre plateau personnel, en renonçant aux éventuelles actions qu'il vous reste, et vous passez immédiatement à votre phase d'entretien. Pour résoudre une action pioche, vous allez piocher des cartes une par une. Vous pouvez regarder chaque carte piochée avant de décider où piocher la carte suivante. À chaque fois que vous piochez une carte, vous pouvez le faire depuis n'importe quelle pioche accessible ou depuis n'importe quelle défausse, et vous devez toujours piocher la carte du dessus de la pioche ou de la défausse choisie. Dans notre exemple de partie, c'est le deuxième tour du joueur rouge qui doit déjà retirer un marqueur de temps de sa technologie en développement. Et ensuite, il décide de faire l'action pioche, il peut piocher jusqu'à 3 cartes. On va dire qu'il va piocher la première carte. D'accord. Il va piocher encore une autre carte ici. Pourquoi pas. Et il va aussi piocher celle-là. Comme il a pioché 3 cartes, il a fini son tour, parce que l'action pioche ne permet pas de faire d'autres actions derrière. Il passe à sa phase d'entretien, et c'est tout tour du joueur jaune de continuer. Alors attention, remarque très importante. Si la pioche de l'âge en cours et sa défausse sont toutes les deux vides en même temps, l'âge s'arrête automatiquement. Maintenant, nous allons voir comment passer à un nouvel âge. Certaines cartes technologie présentent un symbole nouvel âge, équivalent au jeton âge vu lors de la mise en place. Lorsque le nombre requis de ces symboles est présent sur les technologies actives placées dans les zones de jeu de tous les joueurs, un nouvel âge débute et la pile de cartes correspondantes entre en jeu en tant que nouvelle pioche. Dans notre exemple à 2 joueurs, après quelques tours de jeu, c'est au tour de jaune de commencer à jouer. Il retire déjà son marqueur de temps, qui fait que sa technologie monothéisme devient active. Et c'est une technologie qui permet de changer d'âge. Il la met dans sa zone de jeu, et nous allons voir ce qu'il se passe. Donc dès que le premier symbole H2 apparaît dans la zone de jeu, on met celui-ci en pause, et la pioche H2 est ajoutée à la partie en tant que pioche accessible, puis le joueur actif continue ses actions s'il lui en reste. Il ne faut surtout pas oublier de défausser et remettre dans la boîte le jeton H2. Alors attention, lorsque l'on passe de l'âge 2 à l'âge 3, il se passe un événement auquel les joueurs devront prendre garde. Comme pour le passage à l'âge 2, le jeu est mis en pause, on défausse le jeton 3, et la pioche de l'âge 3 devient accessible. Mais tous les joueurs qui possèdent des cartes de l'âge 1 en main et en technologie en développement doivent les défausser avec le reste de la pioche. Vous comprendrez donc qu'il faudra éviter de garder trop longtemps des cartes de début de partie au risque de ne pas pouvoir les jouer. Et on continue ainsi jusqu'à l'apparition du deuxième symbole H4. En effet,
dès que tous les symboles H4 requis sont présents dans les zones de jeu des joueurs, l'H3 se termine et la partie s'arrête immédiatement. Toutes les technologies en développement sont retirées du jeu et les joueurs comptent leurs points de victoire afin de déterminer le vainqueur. Alors attention, rappel très important. Si la pioche de l'âge en cours et sa défausse sont toutes les deux vides en même temps, l'âge s'arrête automatiquement. Et si l'âge en cours est l'âge 3, alors la partie s'achève. Afin de déterminer le vainqueur, les joueurs décomptent leurs points de victoire selon 3 points. Premièrement, les joueurs vont être récompensés en points de victoire en fonction de leur position sur chacune des 3 pistes de pouvoir comme indiqué sur le plateau de pouvoir. Sur la piste de prestige, le joueur le plus avancé reçoit 10 points, le deuxième gagne 6 points, le troisième reçoit 3 points et le quatrième ne gagne qu'un point. Sur la piste de population, le joueur le plus avancé reçoit 11 points, le deuxième gagne 7 points, le troisième reçoit 4 points et le quatrième ne gagne que 2 points. Sur la piste d'armée, le joueur le plus avancé reçoit 12 points, le deuxième gagne 7 points, le troisième reçoit 3 points et le quatrième ne gagne qu'un point. En cas d'égalité, on calcule les points de victoire correspondant aux places des joueurs à égalité et tous les joueurs à égalité remportent un nombre de points de victoire égal à cette moyenne, arrondi à l'inférieur. Par exemple, sur la piste de prestige, rouge et vert se trouvent tous les deux sur la 6e case, bleu et jaune sont sur la 5e case et blanc est sur la 3e. Rouge et vert remportent 8 points de victoire chacun, bleu et jaune gagnent 2 points de victoire chacun, et blanc rien du tout. Sur la piste de population, blanc se trouve sur la case 8, vert, bleu et jaune se trouvent sur la 5e case, et rouge sur la case 4. Blanc gagne donc 11 points de victoire, vert, bleu, jaune remportent 4 points de victoire chacun, et rouge rien du tout. Sur la piste d'armée, rouge se trouve sur la case 5, jaune sur la 4e, et vert, bleu et blanc sur la case 3. Rouge remporte donc 12 points de victoire, jaune gagne 7 points de victoire, et vert, bleu et blanc gagnent 1 point de victoire chacun. Deuxièmement, on va compter les points de victoire du plateau individuel. Pour chacune des pistes de compétences, les joueurs comptent le nombre de symboles lire placés à gauche du marqueur correspondant, et on ajoute ces points à leur score. Et enfin, troisièmement, on additionne tout simplement les points situés sur les cartes technologie placées dans les zones de jeu. En cas d'égalité finale, on départage les joueurs en comparant dans l'ordre le nombre de jetons connaissance générale, ensuite le nombre de jetons culture, puis le nombre de jetons science, et enfin le nombre de jetons ingénierie. Si l'égalité persiste, les joueurs concernés se partagent la victoire. En ce qui concerne les extensions, vous pouvez en ajouter une ou plusieurs de celles-ci au jeu de base, et ce dans n'importe quelle combinaison. Toutefois, il est recommandé de ne jouer avec ces extensions qu'une fois que tous les joueurs sont familiers avec l'ensemble des principes du jeu de base. Si vous souhaitez avoir un jeu plus long, vous pourrez ajouter en début de partie l'âge 4 aux autres paquets de base. Comme les autres paquets, il vous faudra d'abord trier les cartes selon le nombre de joueurs. Le jeu se déroule de la même manière, sauf qu'à la fin de l'âge 3, à la place de terminer le jeu, la partie progresse vers l'âge 4. Pour continuer vers l'âge 4, le nombre requis de symboles de l'âge 4 est de 1 pour 2 joueurs. Comme la version de base, aussitôt que l'âge 4 commence, le jeu est mis en pause et la pioche de l'âge 4 est ajoutée en tant que pioche accessible. De plus, tous les joueurs doivent défausser toutes les cartes de l'âge 2 qu'ils ont en main et en technologie en développement, ainsi que les pioches restantes. Le nombre de symboles de l'âge 5 nécessaires pour mettre fin à la partie, pour notre exemple à 2 joueurs, est de 2. Alors attention, il y a 3 nouveaux symboles de bénéfice sur les cartes de l'âge 4 qui ressemblent aux symboles de technologie, mais qui surplombent une carte de biais comme ceci, et qui rapportent des points bonus en fin de partie. Un point de victoire pour chaque groupe de 5 technologies sciences dans la zone de jeu, un point de victoire pour chaque groupe de 5 technologies ingénierie dans la zone de jeu, et enfin un point de victoire pour chaque groupe de 5 technologies culture dans la zone de jeu. On va maintenant parler des leaders qui est une mini-extension et qui se compose de 15 cartes. Vous avez 5 philosophes antiques, 5 scientifiques médiévaux et 5 artistes de la Renaissance. Avant le début de la partie, vous distribuerez aléatoirement un philosophe à chaque joueur qu'ils placeront dans leur zone de jeu. Ceux-ci sont tout d'abord utilisés pour déterminer l'ordre du tour de jeu grâce aux chiffres indiqués au bas de la carte et chaque joueur bénéficie également des avantages spécifiques de son philosophe. Dès que la partie progresse vers l'âge 2, à son tour, le joueur peut remplacer son philosophe par un scientifique de son choix, et cette action est gratuite. Alors attention,
En faisant cela, le joueur perdra les bénéfices de son philosophe, mais gagnera ceux de son scientifique. Lorsque le jeu progresse vers l'âge 3, tous les philosophes encore en jeu sont retirés de la partie. Si la civilisation d'un joueur était encore dirigée par un philosophe, il peut immédiatement choisir un scientifique. À son tour, il peut remplacer son scientifique par un artiste de son choix, et c'est toujours une action gratuite. Attention toutefois, il faudra penser à mettre à jour les avantages octroyés par le leader qui guide sa civilisation. Si vous utilisez l'extension Révolution industrielle, lorsque la partie entre dans l'âge 4, tous les scientifiques sont retirés du jeu. Si la civilisation d'un joueur était encore dirigée par un scientifique, il peut immédiatement choisir un artiste. Les scientifiques et les artistes possèdent une capacité spéciale appelée héritage. À leur tour, les joueurs peuvent renoncer au leader qui guide leur civilisation et aux bénéfices associés pour profiter d'un avantage exceptionnel, à usage unique, indiqué à côté du mot héritage, et cette action est elle aussi gratuite. Vous pourrez prendre un cube de votre couleur s'il vous en reste, voire un noir, que vous mettrez sur la carte pour indiquer que vous utilisez cette fonction. Les scientifiques ne peuvent être utilisés pour leur capacité spéciale d'héritage qu'avant le début de l'âge 3, et les artistes uniquement avant le début de l'âge 4. Que le leader soit retiré du jeu à cause du changement d'âge ou parce qu'il a utilisé sa capacité spéciale d'héritage, il conserve sa carte dans sa zone de jeu. Vous pourriez mettre les cartes déjà utilisées sur le côté, afin de les différencier des cartes actives. Utiliser un leader pour sa capacité d'héritage n'affecte pas les points de victoire indiqués en tant que bénéfice. Et pendant le décompte final, on ajoute tous les points listés sur les leaders qui vont guider à travers les âges. Les grandes étapes sont également une mini-extension pour progrès, et se composent de 16 cartes. 7 grandes étapes antiques, 5 grandes étapes médiévales, et enfin 4 grandes étapes de la Renaissance. Avant le début de la partie, on mélange les grandes étapes antiques et on place ce paquet face visible. La carte supérieure devient la grande étape actuelle. Chaque grande étape a entre 2 et 4 coups et 1 ou plusieurs bénéfices. A son tour, comme action gratuite, chaque joueur peut payer un et un seul des coups visibles de la grande étape actuelle, exactement de la même manière que pour les technologies, et place un de ces cubes sur la carte recouvrant le montant payé. En outre, chaque joueur peut dépenser des actions normales pour payer les coûts de la grande étape actuelle. Ce qui veut dire qu'avec une action, vous ne pouvez payer qu'un seul des coûts, l'action dépensée suffit à payer l'un des coûts de la grande étape actuelle sans dépenser de connaissances. Une grande étape est terminée aussitôt que tous ces coûts sont recouverts. Chaque joueur qui a contribué à cette grande étape reçoit immédiatement tous les bénéfices de celle-ci en dehors de ses points de victoire. De plus, si un joueur a strictement plus de cubes que les autres joueurs sur cette grande étape, il conserve sa carte dans sa zone de jeu en rendant évidemment les cubes aux autres joueurs, et il obtient à nouveau et immédiatement les bénéfices de la grande étape autres que les points de victoire. S'il y a des joueurs à égalité sur la carte, celle-ci est tout simplement défaussée. Lorsque la partie progresse vers l'âge 2, toutes les grandes étapes antiques, à l'exception de la grande étape actuelle, sont retirées du jeu. On ajoute face visible les grandes étapes médiévales que l'on a bien mélangées avant, évidemment, et on place la grande étape sur le dessus de ce paquet, avec les cubes s'il y en a dessus. De même, lorsque la partie progresse vers l'âge 3, toutes les grandes étapes médiévales, à l'exception de la grande étape actuelle, sont retirées du jeu. On ajoute face visible les grandes étapes de la Renaissance, que l'on a bien mélangées avant, et on place la grande étape sur le dessus de ce paquet, comme pour l'âge précédent. Si vous utilisez l'extension Révolution industrielle, lorsque la partie entre dans l'âge 4, retirez du jeu toutes les grandes étapes, sauf celle actuelle. À la fin de la partie, chaque joueur ajoute les points de victoire indiqués sur ces grandes étapes à son score final. Voyons maintenant le mode solo. La mise en place est identique à celle d'une partie multijoueur avec les mêmes règles, sauf que l'on utilisera l'autre face du plateau de pouvoir, comme il a été dit durant la présentation du matériel, et on n'utilisera évidemment que les cartes indiquées 1+. Pour jouer, vous allez effectuer vos tours de jeu les uns après les autres. Par exemple, je pourrais faire ceci. En première action, je vais jouer la religion organisée en technologie en développement, pardon. Hop, je mets mes 4 marqueurs. Et en deuxième action, je pourrais jouer la roue, qui me demande 3, donc je dépense 2 points de connaissance générale, et une troisième, j'ai fait mes 2 actions. À la fin de chaque tour, révélez la première carte de la pioche de l'âge actuel. Alors si la pioche est épuisée, mélangez la défausse correspondante afin de créer une nouvelle pioche.
Si la carte piochée possède un symbole de nouvel âge, comme ceci, placez cette carte dans la défausse correspondante et révélez les cartes suivantes jusqu'à ce qu'un de ces symboles ne soit pas présent sur la carte révélée. Par exemple, comme ceci. Placez cette carte à l'écart pour former un paquet séparé appelé pile du temps. S'il n'y a pas de telle carte, c'est-à-dire s'il ne vous reste plus que des cartes avec un symbole de nouvel âge, votre partie s'achève sur une défaite. Et bim. En revanche, si la première carte piochée ne possède pas de symbole de nouvel âge, comme ceci, vous placez celle-ci dans la pile du temps. Et si vous ne pouvez piocher la première carte de l'âge actuel parce que vous l'avez vidée et que vous n'êtes pas passé à un nouvel âge, vous perdez la partie également. Je tiens à préciser que ce dernier point de règle n'est pas indiqué dans le livre et que c'est une auto-supposition, car cela m'est déjà arrivé lors d'une partie test. C'est pour moi la situation la plus logique, vu que s'il n'y a plus de cartes à piocher, vous êtes comme qui dirait coincé dans le temps, et de plus, dans la version multijoueur, un âge s'arrête immédiatement dès qu'une pile de cartes et sa défausse sont vides, donc... Sinon, en plus de vos actions, vous pouvez, une fois par tour et comme action gratuite, échanger une carte de votre main avec une carte de la pile du temps de votre choix. Vous comprendrez donc qu'il faut jouer un maximum de cartes en faisant très attention de changer d'âge ni trop tôt ni trop tard, et de faire en sorte de vider progressivement la pile du temps, car cela sera important pour le décompte final que nous allons voir de suite. Afin de déterminer votre score final, vous compterez les points de victoire sur chacune des 3 pistes du plateau de pouvoir. Vous ajouterez les points de victoire de votre plateau individuel, ainsi que ceux des cartes technologies situées dans votre zone de jeu. Et enfin, vous soustrayez un point de victoire pour chacune des 7 premières cartes de la pile du temps, 2 points pour chacune des 7 cartes suivantes, 3 points pour chacune des 7 cartes suivantes, etc. Vous déterminerez ainsi votre rang au panthéon des civilisations de la manière suivante. Moins de 20 points, novice, de 21 à 40 points, dirigeant, de 41 à 65 points, génie, et 66 points et plus, demi-dieu. Il est à noter qu'il est proposé 2 variantes de jeu, sauf pour le mode solo, la partie rapide et la partie express. Pour la partie rapide, lors de la mise en place, chaque joueur place son cube sur la deuxième case de son plateau individuel et commence donc avec 3 actions au lieu de 2. Toutes les autres règles restent inchangées. Pour la partie express, on utilise les règles de la partie rapide, mais quel que soit le nombre de joueurs, le nombre de symboles nécessaires pour passer à un nouvel âge ou pour terminer la partie est exactement de 1. Et voilà donc pour Progrès, évolution de la technologie. Un excellent jeu de cartes très accessible. Beaucoup d'entre vous auront remarqué de nombreuses similitudes avec le blockbuster qu'est Seven Wonders, mais c'est finalement très différent. Il n'y a pas de draft, absolument aucune interaction entre les joueurs, et aussi, et surtout, c'est beaucoup plus long que la traditionnelle demi-heure de jeu de ce dernier. Il y aurait à la limite les prérequis que l'on pourrait assimiler au chaînage, mais bon. Voilà, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, à bientôt les joueurs!